Bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous avez été bien échauffés, ça va? Merci d'être si nombreuses et si nombreux cet après-midi à Aubervilliers. Nous pouvons d'ores et déjà dire que par votre force aujourd'hui, par votre nombre aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 dans cette salle. Nous faisons une démonstration de force. Parce que, les amis, je crois qu'on peut être assez fiers de cette campagne. Parce que oui, nous avons été les seuls à mener une campagne d'inscription sur les listes électorales. C'est grâce à nos actions, nos caravanes populaires, nos porte-à-porte, nos affiches qui ont fait un petit peu parler les éditorialistes. Mais c'est grâce, camarades, soyez sûrs, à votre travail qu'il y a eu un regain d'inscription sur les listes électorales dans de nombreux départements de France. Amis, camarades, soyez fiers de cette campagne parce que nous avons réussi à mettre nos sujets à son cœur. Grâce à nous, grâce à vous, on parle enfin de pouvoir d'achat, on parle de protectionnisme, on parle de paix. Tous ces sujets qu'ils ont voulu évacuer de la campagne, c'est aussi votre résultat. Amis, camarades, soyez fiers de cette campagne qui place les luttes au cœur, en son cœur, et on en a eu encore la démonstration aujourd'hui. Toutes ces luttes dures, difficiles, éprouvantes, mais aussi nécessaires, solidaires et dignes. C'est la lutte de celles et ceux dont on a donné la place bien volonté dans nos meetings, la lutte des METEX à Amiens, la lutte des MA France qui ont été là encore aujourd'hui. La lutte pour l'école publique, merci à celles qui l'ont portée spécifiquement dans ce département du 93. Les luttes des travailleurs ubérisés présents sur notre liste, les luttes écologistes contre la 69 et les méga-bassines ou contre les multinationales des énergies fossiles. Ce sont toutes ces luttes que nous avons au cœur de notre liste. Soyez-en fiers et envoyez-les, envoyez-nous demain au Parlement européen les porter. Et je veux saluer ici spécifiquement les centaines d'activistes qui étaient mobilisés hier contre l'Assemblée générale de Total. Devant mes yeux, ils se sont fait nasser, violenter, traîner au sol et emmener en garde à vue. Marion Beauvalet, notre candidate de l'Union populaire, en sait quelque chose. Elle était à côté de moi. Ils ont hésité entre elle et moi, pas de bol, on était toutes les deux candidates pour l'Union populaire, parce que c'est là qu'est notre place quand on est candidat, aux côtés de celles et ceux qui luttent. Marion en a fait les frais, mais c'est pas la seule. Avec elle, près de 200 militants écologistes placés en garde à vue. Après plus de 7 heures de nasse illégale et plusieurs heures passées dans des bus, parfois même sans pouvoir uriner, sans pouvoir avoir à manger. Est-ce cela la patrie des droits de l'homme qui criminalise celles et ceux qui défendent notre avenir? Alors je le dis en votre nom à tous, puisque quelques-uns d'entre eux sont encore en garde à vue à l'heure où je vous parle. Libérez-les!
Je suis sûre qu'ils ont entendu le message jusque dans leur commissariat. Parce que, les amis, la vraie question qui nous est posée, c'est en réalité qui sont les vrais criminels? Ceux qui alertent sur l'immense responsabilité de Total dans la catastrophe écologique ou ceux qui doublent leurs bénéfices depuis 2009 sur l'exploitation des énergies fossiles? Je le dis, les criminels, ce sont eux. C'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui fait 10 millions, qui touche plus de 10 millions d'euros par an pour détruire la planète. Les criminels, ce sont les actionnaires de Total, comme Amundi, qui financent des bombes climatiques et dont le portefeuille s'est garni de 15 milliards d'euros supplémentaires l'année dernière. Les criminels, ce sont ceux qui n'agissent pas, et c'est Emmanuel Macron lui-même qui a été condamné pour inaction climatique. Ce sont eux, les agents du chaos climatique. Et ne vous trompez pas, le 9 juin prochain, ce sont eux que vous devez sanctionner dans les urnes, parce que la seule place du pétrole, c'est dans le sol. Et le 9 juin prochain, nous votons aussi pour mettre un terme aux énergies fossiles qui détruisent notre avenir. Cette écologie que nous défendons, nous la défendons contre tous les climato-sceptiques. Et il y en a quelques sortes différentes, au moins deux types. Il y a ceux qui nient le problème. Je ne vois pas de quoi vous parlez, pas de problème avec le changement climatique. Oui, c'est vrai, personne ne l'a remarqué. Et puis, il y a ceux un peu plus retors, tordus. Ceux qui le reconnaissent, mais qui ne font pas le nécessaire ou font semblant de le faire. Ce sont finalement ces deux profils-là que l'on avait face à face jeudi soir au débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Ce débat, je ne sais pas vous, mais c'est Valérie Hayé qui en parle le mieux, parce qu'elle a dit « le Premier ministre va débattre avec Gabriel Attal, avec Jordan Bardella. » Et je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle dans l'après-midi, il y a Emmanuel Macron qui a dit qu'il était prêt à débattre avec Marine Le Pen. Manifestement, ils ont pris leur petite carte de fidélité. Je ne sais pas si au 10e tampon, on envoie l'extrême droite au pouvoir. Mais ce dont je suis sûre, c'est ce à quoi nous avons insisté jeudi soir, mais pas que jeudi soir. Un petit match amical sur les questions d'immigration et un beau concours de mensonges sur les questions écologiques et sociales. D'un côté, on a Jordan Bardella, tout fier de critiquer le marché de l'énergie alors qu'il n'y s'y est pas opposé, menteur. Et puis, on a de l'autre côté Gabriel Attal qui promeut la taxe sur les transactions financières contre la finance spéculative. Mais qui s'y oppose en Europe? La France d'Emmanuel Macron, ce sont aussi des menteurs. Ce duel, en réalité, il avait tout d'un duo, ou plutôt dans l'espèce de, pas de danse funeste, servi évidemment tapis rouge en prime time par le service public. Et Jordan Bardella, au passage, pourra remercier le service public et France 2 parce qu'il a passé plus de temps à parler des politiques européennes pendant cette émission qu'en 5 ans au Parlement européen, tellement on ne l'a pas vu. C'est plus Jordan Bardella, c'est Jordan Bardepala. Mais cette soirée, en réalité, elle résume à elle seule l'enjeu de cette élection. Sortir de ce duo mortifère. Voilà pourquoi, le 9 juin prochain, vous devez nous placer sur le podium et en finale de ces élections pour commencer l'après-Macron.
l'objectif est clair, faire dérailler et mettre fin à ce duo. Parce que nous ne sommes pas condamnés à choisir entre l'extrême droite qui adore les marchés financiers et l'extrême finance qui n'aime pas les étrangers. Voilà ce que nous allons faire le 9 juin, faire dérailler leur duo. Parce qu'à la fin, on le sait très bien, ça va se jouer entre eux et nous. Et bien sûr, la sphère médiatique, les millionnaires d'extrême droite, eux, ils ont choisi leur alternative, leur chouchou, leur Rassemblement national, parce que, paraît-il, qu'il aurait changé. Il suffit pour cela, mais je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde à convaincre, d'aller regarder leur petite réunion au sommet avec leurs alliés il y a quelques jours de cela à Madrid. L'international de la haine, l'international fasciste qui s'est regroupé avec Vox, les héritiers de la dictature de Franco, Meloni, la fan revendiquée de Mussolini, avec Viktor Orban, le Poutine de proximité, ou encore un ministre israélien tout fier des massacres à Gaza. Mais ils ont encore un peu plus élargi géographiquement, ils ont aussi invité Javier Milei, le président argentin. L'homme à la tronçonneuse, le pote de Macron et le modèle de Le Pen, qui, pour lutter contre la vie chère, a une solution idéale. Alors, non, ce n'est pas augmenter les salaires, ce n'est pas bloquer les prix. Non, il vous autorise, tenez-vous bien, à vendre vos organes pour vous faire de l'argent. Je ne sais pas si ça va inspirer Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont toujours aux côtés des macronistes pour voter contre la hausse du SMIC, contre l'ISF, contre la taxation des superprofits, contre les prix planchers pour les agriculteurs. Bref, au final, avec Jordan Bardella, les ultra-riches, ils ont un Emmanuel Macron de rechange, ne vous trompez pas. Alors, non, on ne lutte pas contre l'extrême droite en faisant des cadeaux aux plus riches. On combat l'extrême droite en rendant du pouvoir d'achat aux Français. Alors, pour agir contre la vie chère, envoyez-nous en finale pour bloquer les prix des produits de première nécessité, pour sortir du marché de l'énergie. Nous avons été le seul groupe à voter contre un marché qui a fait exploser vos factures. Envoyez-nous en finale pour encadrer les écarts de salaire au sein des entreprises. Envoyez-nous en finale pour faire l'allocation d'autonomie pour les jeunes. Voilà la manière dont on agit pour lutter contre la vie chère. L'expérience de l'extrême droite, malheureusement, on a quelques laboratoires grandeur nature dans un certain nombre d'États. Et cette expérience de l'extrême droite au pouvoir, c'est aussi une attaque systématique et en règle contre les services publics. Le fameux massacre à la tronçonneuse de Javier Milei, c'est aussi contre les services publics. Mais prenez aussi, un peu plus proche de nous, notre voisine, Giorgia Meloni. Le pire de Margaret Thatcher et Marine Le Pen, vous faites le petit combo et vous avez Giorgia Meloni qui, à peine arrivée au pouvoir, se plie aux exigences budgétaires de la Commission européenne pour faire quoi? Supprimer l'équivalent du RSA et plonger des millions de personnes dans la pauvreté. Marine Le Pen et Jordan Bardella n'auraient pas fait mieux. Et ce n'est pas un hasard si en France, ils ne trouvent rien à redire
au petit concours Lépine dans lequel s'est jeté le gouvernement pour essayer de faire la poche des Françaises et des Français. Un jour, c'est la réforme de l'assurance chômage, le lendemain, c'est le gel des pensions de retraite, le jour d'après, c'est l'augmentation du reste à charge sur les médicaments. Vous le voyez, tout est bon pour nous faire les poches et tout y passera. Alors, à chaque fois, il y a l'assentiment du Rassemblement national, toujours là quand il s'agit de faire une politique de raquette sociale. Je l'ai vu, Jordan Bardella, on a été auditionné au MEDEF pendant cette campagne. Alors, j'y suis allée parce que j'avais quelques vérités à leur dire. Comme la fois où ils ont fait la loi à la place de la France sur une mesure de lutte contre l'évasion fiscale. Donc, comme j'avais pas peur, je leur ai dit. Mais j'ai vu Jordan Bardella, il se trouve qu'on était dans l'ordre alphabétique, il était juste à côté de moi. Il a fait une petite danse du ventre pour, plus ou moins, donner les pleins pouvoirs au MEDEF. La réalité, c'est que Jordan Bardella et le Rassemblement national, ce sont les larbins des grands patrons. Et à Paris, ils disent la France aux Français. À Paris, ils disent la France aux Français. Mais à Bruxelles, ils vendent la France au marché. Voilà ce qu'ils font. Et comprenez bien, cette politique d'austérité décidée à Bruxelles, elle a des conséquences très concrètes dans notre vie. Elle est menée main dans la main avec la troïka de la Commission européenne. Elle sacrifie nos services publics, comme ici nos établissements scolaires dans le 93, mais aussi nos hôpitaux, notre protection sociale. Alors je le dis, non, on ne lutte pas contre l'extrême droite en appuyant une politique d'austérité. On la combat en protégeant coûte que coûte nos services publics, nos hôpitaux et nos écoles. Alors, faisons du 9 juin un grand référendum contre leur austérité à perpétuité. Le 9 juin, envoyez-nous en finale pour aller chercher l'argent là où il se trouve, dans la poche des super profits et dans la poche des super fortunes. Nous allons leur dire, rendez l'argent. Giorgia Meloni? Ouais, rendez l'argent, ça fait un bon clip de campagne. Giorgia Meloni, vous allez me dire que je parle beaucoup d'elle, mais il se trouve que quand on est au Parlement européen, on a ce petit laboratoire géant des pires horreurs. Et Giorgia Meloni, c'est aussi celle qui s'est précipitée pour soutenir en premier l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Vous savez, celui que Emmanuel Macron fait semblant de ne pas soutenir, mais qu'il soutient en réalité. Et ce n'est pas un hasard si tous les amis de Jordan Bardella votent à tour de bras les accords de libre-échange au Parlement européen. Et vous aurez remarqué qu'ils ont un peu les frontières à géométrie variable. Les exilés, on n'en veut pas. Par contre, les marchandises qui viennent poser une concurrence déloyale à notre agriculture et à notre industrie, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais au Parlement européen, il n'y a pas de jaloux. Tous les groupes, ils votent les accords de libre-échange. Enfin, tous, sauf un. Le groupe des irréductibles gaulois. Alors, je suis fière de présider au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Vous votez aussi le 9 juin pour protéger notre industrie, notre agriculture de ces accords mortifères. Et pour finir sur l'international fasciste, à Madrid, il y avait aussi un ministre israélien tout fier des massacres à Gaza. Fier des 40 000 morts civils, fier de la famine, fier des convois humanitaires pris pour cible. Les soutiens conditionnels de leur côté applaudissent et votent ensemble au Parlement européen contre des sanctions à l'égard d'Israël. Et pendant ce temps-là, la Cour internationale de justice ordonne à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah. Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre les dirigeants
du Hamas et contre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Exactement ce que nous demandons depuis le 7 octobre. Et que fait la France? Silence radio. Non, on ne combat pas l'extrême droite en défendant un deux poids, deux mesures, en choisissant quels crimes de guerre sont importants et lesquels sont négligeables. On combat l'extrême droite en étant ferme sur nos principes. Tous les crimes contre l'humanité doivent être condamnés. Une vie israélienne vaut une vie palestinienne. Nous n'avons eu de cesse de le dire depuis le 7 octobre dernier. Alors, le 9 juin prochain, envoyez-nous en finale pour faire adopter des sanctions à l'égard d'Israël, pour faire adopter un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, pour demander la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est comme cela que nous obtiendrons la fin du massacre et un cessez-le-feu. En réalité, tout se tient. Comme le disait Martin Luther King, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Alors, oui, nous combattrons les injustices, où qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, à Gaza comme en Ukraine, et aux côtés des opposants à Poutine, dont leur présence aujourd'hui doit toutes et tous nous honorer. Enfin, l'internationale fasciste, c'est aussi l'internationale antiféministe. Entre d'un côté, Viktor Orban, qui oblige les femmes qui veulent avorter à écouter le cœur battant du fœtus. Javier Milei, qui supprime le ministère de l'égalité femmes-hommes et pousse au paroxysme les discours virilistes. Ou encore Mélanie, qui ouvre la voie aux anti-IVG dans les hôpitaux. Non, on ne lutte pas contre l'extrême droite en faisant alliance avec Viktor Orban pour bloquer une définition européenne commune du viol, comme l'a fait Emmanuel Macron, ou en votant pour une anti-IVG à la tête du Parlement européen. Ce n'est pas de cette manière qu'on lutte contre l'extrême droite. On ne lutte pas contre l'extrême droite en reprenant ses idées, en votant une politique migratoire encore plus inhumaine. On lutte contre l'extrême droite avec des avancées concrètes qui renforcent les droits et les libertés de millions d'Européennes et d'Européens. On lutte contre l'extrême droite en inscrivant l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. On lutte contre l'extrême droite en définissant clairement le viol dans le droit européen. Oui, une relation sexuelle sans consentement est un viol. Point barre. Point barre. Alors, les amis, nous construisons du commun pendant que certains s'agitent à essayer de diviser le peuple français. Nous rassemblons le peuple et ses luttes quand ils veulent monter les gens les uns contre les autres. Nous étendons les libertés quand ils veulent enlever les droits. C'est ça la force, notre force, celle qui demain pourra et devra balayer l'extrême droite. Parce que, oui, nous tirons les leçons du monde qui nous entoure et de notre histoire. Partout, là où la gauche n'a pas tenu ses promesses sociales, elle prépare le terrain à l'extrême droite. Ce sont les trahisons sociales qui amènent l'extrême droite au pouvoir dans tant de pays comme en Suède ou en Italie.
les renoncements sociaux de François Hollande qui amènent Marine Le Pen pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle en 2017. C'est l'austérité de la troïka européenne, Macron socialiste et droite, qui fait le jeu des haines partout en Europe. Parce que oui, ne vous trompez pas, l'austérité, la casse sociale, les services publics à l'agonie. Macron, il ne fait pas ça tout seul. Il s'est trouvé quelques petits alliés. Il peut compter sur Bardella, ça fait déjà 2 des 4 Dalton. Vous pouvez rajouter les socialistes et la droite. Je vous laisse deviner qui est le plus grand des 4 Dalton. Je vous laisse décider. Mais la leçon, elle est très claire pour nous toutes et pour nous tous. Nous savons que ce sont les reculs de la gauche qui font les victoires de la droite. Je le dis d'autant plus en grande responsabilité dans cette salle. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient la dernière fois que nous sommes venus faire un meeting politique dans cette salle. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Qu'est-ce qu'on a fait dans cette salle? La NUPES. La NUPES. C'était il y a tout juste 2 ans que ici, dans cette salle, la NUPES est née en 2022. Alors, si vous me le permettez, je vais me permettre un petit rappel amical à Raphaël Glucksmann et au Parti socialiste, qui va avoir le renfort d'un soutien de poids la semaine prochaine, François Hollande. Je sais pas, je pense qu'à défaut d'avoir réveillé l'Europe, comme le dit son slogan, Raphaël Glucksmann aura réveillé les fantômes du Parti socialiste. Donc je vais me permettre ce petit rappel amical. Non, on ne lutte pas contre l'extrême droite en promettant la retraite à 60 ans en 2022 pour l'abandonner en 2024. Non, on ne lutte pas contre l'extrême droite en promettant la bifurcation écologique en 2022, mais en soutenant de nouvelles autoroutes ou de nouveaux réacteurs nucléaires en 2024. Non, on ne lutte pas contre l'extrême droite en promettant d'investir dans les services publics en 2022, mais en siégeant en 2024 dans un groupe qui écrit les nouvelles règles d'austérité en Europe. Mais je dois bien reconnaître une petite chose. Le nouveau PS est différent de l'ancien. Avant, ils attendaient d'arriver au pouvoir pour renier leur programme. Maintenant, ils n'attendent même pas d'arriver au pouvoir pour s'asseoir dessus. Il est clair, au bout de ma démonstration, que le meilleur antidote à l'extrême droite, il se trouve ici, réunis dans cette salle, avec vous toutes et vous tous, avec la dynamique de l'Union populaire. Et je suis heureuse d'y revenir 2 ans après, parce que j'y reviens avec le même programme, avec le même engagement, avec même de nouveaux amis sur notre liste. Et je le dis à nos amis socialistes, pas besoin d'un appel de Paris
pour lutter contre l'extrême droite. Il faut faire vivre l'esprit d'Aubervilliers et du Front populaire que nous avons défendu ensemble il y a 2 ans. Et tous les partenaires de la NUPES devraient s'en souvenir, à moins d'être pris d'une soudaine amnésie collective, mais on parle de seulement il y a 2 ans. Ils devraient s'en souvenir aussi que c'est grâce au score réalisé par Jean-Luc Mélenchon en 2022, c'est grâce à sa vision et à la création de la NUPES que nous avons pu faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale, dont j'en vois une belle rangée là, devant moi. C'est grâce à lui. C'est la tête de Jean-Luc Mélenchon qu'il y avait sur leur affiche. C'est de Jean-Luc Mélenchon dont on me parle quand mes collègues en Europe me parlent de la situation de la gauche en France et me disent « Merci d'avoir tenu bon, merci d'avoir montré le chemin, merci d'être le phare, merci de nous guider, merci de relever la tête, merci à vous les camarades et les amis. » Et je veux en profiter ici pour lancer un appel à tous les écologistes du pays, un appel sincère, un appel qui vient des tripes, un appel qui vient de ma génération, celles et ceux qui ne veulent pas des partisans de l'A69, celles et ceux qui ne veulent pas que les partisans des méga-bassines ou des projets inutiles reprennent le contrôle de la gauche. Puisque les écologistes et ELV n'ont pas voulu l'unité dans les listes, je vous appelle, comme Damien Carême, comme Camille Hachez en ont déjà montré le chemin, à faire l'unité dans les urnes le 9 juin prochain. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, votez pour notre liste, c'est la meilleure chance. Et je vais même vous dire, la meilleure et la seule certitude d'avoir des députés écologistes conséquents au Parlement européen. Dites-leur à tous les écologistes de ce pays. Parce que notre force à nous, c'est la cohérence et la constance. Alors, voilà les amis, il nous reste exactement 2 semaines aujourd'hui, jour pour jour. 2 semaines pour envoyer une bande d'incorruptibles au Parlement européen. Ah, ça leur a pas plu, hein? Ça leur a pas plu qu'on parle de leur méthode. Ça leur a pas plu qu'on dise qu'un député sur 4 au Parlement européen reçoit des rémunérations annexes. Comptez sur nous pour ne pas leur plaire et interdire ce type de pratique. Le 9 juin, on fait aussi primer l'éthique sur le fric, une bonne fois pour toutes. Ces 2 semaines, comment on va s'y prendre? Déjà, on va ressortir de là, le cœur un peu gonflé, non? Avec un peu de détermination. Et on va se donner 2 semaines pour se donner de la force. 2 semaines pour aller en finale. 2 semaines pour se mobiliser, tracter, ne rien lâcher. Dans les CTU comme sur les marchés, au déjeuner de famille comme à la machine à café, dans la ruralité comme dans les cités. Il nous reste 2 semaines. 2 semaines pour déjouer le duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entre Valérie Hayé et Jordan Bardella.
Oui, je sais, vous aviez un peu oublié Valérie Hayé dans cette histoire. Moi aussi. Je me suis dit, mais pourquoi je vais la citer? Nous, on respecte nos têtes de liste. Il nous reste 2 semaines. Et Victor Hugo disait cette belle phrase, qui vote, règne. Alors, on peut être des seigneurs, on peut régner, nous aussi. On peut régner et en votant, je vous dis, imposez-vous, imposez-nous face à l'extrême droite. Le 9 juin, pas d'abstention, faisons bloc face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le 9 juin, avec cette arme démocratique massive, régnez en force, régnez en masse, régnez pour tout changer, votez. Si vous voulez bloquer les prix des produits de première nécessité, votez. Si vous en avez marre de voir nos services publics dévastés, votez. Si vous voulez faire la bifurcation écologique, votez. Si vous voulez enfin taxer les super profits, votez. Si vous voulez prendre votre revanche sur la retraite à 64 ans, votez. Si vous voulez protéger nos emplois des délocalisations, votez. Si vous ne supportez plus l'exercice violent du pouvoir qui abîme l'État et la République jusqu'en Nouvelle-Calédonie, si vous voulez que le programme de la NUPES qui a fait élire 151 députés continue d'exister, si vous voulez commencer l'après-Macron une bonne fois pour toutes, je voudrais terminer par ces mots de Simone Veil, la philosophe, parlant des grèves de 1936, puisque nous renouons ici avec le Front populaire. Elle disait « Il s'agit, après avoir plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes et des femmes, c'est mon petit rajout, pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure sans mélange. Eh bien, c'est cette joie que nous devons aller chercher collectivement le 9 juin, les amis. Prenez de la force!